De retour sur ce plateau pour la suite de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours accompagnés de nos invités, Mohamed Amiri, Dentia Samuel Bonhoulou et de notre éditorialiste Jean-François Akondi Combé. Jean-François, justement, vous évoquiez tout à l'heure les contours de cette loi qui prévoit de recruter des volontaires pour lutter contre le terrorisme au Burkina Faso. Que prévoit-elle justement concrètement ? La loi prévoit légitime l'intervention de citoyens pour la défense du territoire, en posant des critères pour le recrutement de ces citoyens. Les mineurs ne sont pas admis. J'imagine qu'il y aura des limites d'âge, mais je n'ai pas regardé de très près cet élément-là. Mais en tout cas, il y a des critères pour le recrutement des personnes. Il y a des critères aussi pour le calibre ou la qualité des armes qu'ils peuvent recevoir. Et puis, leur mission est double, c'est d'abord une mission de renseignement. Une mission de renseignement sur ce qui se passe sur le territoire, et ensuite une mission de défense, de première ligne de défense, avant que l'armée ne puisse arriver. Alors, je voulais juste ajouter à ceci que on est aujourd'hui dans une situation au Burkina Faso, au Mali et dans tous les pays qui sont attaqués par le terrorisme, on est dans une situation où on a le choix entre deux options. Premièrement, nous savons très bien qu'il faut modifier les stratégies militaires pour pouvoir s'adapter à ce risque-là. C'est quelque chose qui peut prendre du temps. Assurer la mobilité des forces, assurer la fluidité de l'information, ça peut prendre peut-être même une décennie. Est-ce qu'on attend que les armées africaines aient été réadaptées, recalibrées à la menace, ou est-ce qu'on commence à prendre des mesures dès à présent pour limiter la casse ? Et ce qui se passe au Burkina Faso me semble correspondre à la deuxième hypothèse, et moi, cette hypothèse-là, je la soutiens. Alors moi je voudrais juste rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, qu'une arme légère, quand on parle d'arme légère, c'est distribuer des kalachnikovs. Pardonnez-moi, mais ça me perturbe de savoir qu'on peut distribuer des kalachnikovs pour du maintien de l'ordre à des réservistes de l'armée. Comment on fait une fois que le problème, parce que c'est un problème de terrorisme comme de nombreux problèmes... Vous dites maintien de l'ordre, maintien de l'ordre, c'est pas maintien de l'ordre. Non, c'est là pour le coup, c'est du renseignement et du maintien de l'ordre. Mais je veux dire, on ne donne pas d'armes à des supplétifs si ils ne doivent pas maintenir l'ordre. À ce moment-là, pourquoi est-ce qu'on ne leur confierait pas uniquement une boussole et des cartes pour le renseignement ? L'ordre public, c'est quelque chose de très précis qui correspond vous savez de quel ordre vous savez de quel ordre je parle. Je ne parle pas de l'ordre public assuré en termes de sécurité intérieure par les forces de police. Je parle de défense et notamment au niveau des frontières. Alors une fois qu'on a remis des kalachnikovs à ces gens-là, comment est-ce qu'on les désarme une fois que le problème de terrorisme est réglé ? Mais vous ne savez pas quel est le dispositif qui a été pris. Je veux juste dire, quelle que soit la nature du dispositif, comment on désarme ces gens une fois que le problème est réglé. Non, il faudrait mentionner que non, quand même, ce n'est pas le désordre total au Burkina Faso. Je ne dis pas ça, je dis comment on les désarme. C'est ça ma question, parce qu'elle est très importante pour ce n'est quand même pas le désordre. Comme on l'a dit tout à l'heure, les populations ont quand même assez de temps pour suivre des formations militaires, des formations de services civiques, pour compléter ce que vous avez dit. Et rendre leur arme une fois que le problème est réglé. Non, pas forcément. Écoutez, nous sommes dans un État quand même responsable, où des dirigeants prennent des mesures dans le but de lutter contre un fléau qui concerne aujourd'hui toute la sous-région. Je pense que cette situation-là, quand même, est à saluer. Vous comprenez ? Parce que quoi ? Quelle forme de guerre est menée aujourd'hui au Burkina Faso ? C'est la question qu'il faut poser. Écoutez, laissez-moi terminer. Il ne s'agit pas d'une guerre conventionnelle. Il s'agit d'une guerre asymétrique, où l'ennemi, il est à la fois partout et nulle part. L'ennemi, il ne se présente pas formellement aux forces armées. Donc, la solution, c'est quoi ? La solution, c'est d'emmener les populations à collaborer avec les forces de l'ordre. En créant cette synergie-là, on espère que ceci arrivera à des résultats plus satisfaisants. Mais c'est un jeu dangereux. Voilà. L'Algérie des années 90, moi je vous comprends très bien. La population qui était menacée dans des villages reculés et où des familles entières étaient égorgées par des terroristes. Nous ne sommes pas dans une situation de guerre civile totale. Alors, monsieur, je voudrais c'est une situation dans laquelle l'État burkinabé est victime d'une agression extérieure. La situation du Front islamique du Salut, c'était ça. C'était un groupe terroriste. Mais c'était un groupe composé de citoyens algériens
qui, sur la base d'une idéologie, a décidé de recourir à la terreur. Pas forcément. Alors, merci messieurs. Je voudrais, s'il vous plaît, qu'on avance un petit peu, parce qu'au-delà du Burkina Faso, c'est toute la région du Sahel, finalement, qui est aujourd'hui enlisée dans une crise sans fin. Les attaques djihadistes ont fait, dans cette région, 4000 morts en 2019. Jean-François, est-il possible aujourd'hui de stopper la contagion tant que la question libyenne n'est pas réglée ? Tant que la question libyenne n'est pas réglée, on va alimenter au fur et à mesure qu'on règle le problème. Il y a d'autres problèmes qui vont surgir. La question libyenne, c'est pas seulement la circulation des armes qui proviennent de la Libye, c'est aussi des dynamiques, je dirais, de violence destructrices qui proviennent. Le territoire de la Libye est devenu aujourd'hui un territoire de forces qui ont intérêt à s'étendre. Qui ont intérêt à s'étendre vers le Sahel. En particulier, le Sahel est devenu aujourd'hui une sorte de frontière entre le chaos et des zones qu'on veut transformer en chaos. Qui veut transformer, ça c'est une autre question, nous n'avons pas tellement le temps d'en discuter ici, mais la question libyenne doit être réglée dans le même temps, et la question libyenne c'est d'abord une question africaine. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, lorsque je parlais tout à l'heure de l'appel aux forces extérieures, vous avez dit je faisais l'apologie, mais moi je suis pour que les Africains règlent leurs problèmes en Afrique. Par exemple, le Burkina Faso, si aujourd'hui il y avait eu une solution africaine reposant sur ce que nous considérons comme être l'une de nos valeurs fondamentales, la solidarité entre les États, si les États qui ne sont pas touchés par le terrorisme avaient décidé aujourd'hui de se lever pour aller aider les États du Sahel à combattre le terrorisme, on n'aurait pas eu besoin de faire appel à la population, encore que sur le plan de la conscientisation et sur le plan du renseignement, je pense qu'aujourd'hui, au point où nous en sommes dans la lutte contre le terrorisme, il est important que la population elle-même participe de cette manière-là. Mais bien sûr, de solidarité en Afrique n'ont jamais existé. Quand la Libye a été attaquée par une coalition de l'OTAN, aucun pays africain ne s'est mis en bouclier. Donc quand on parle de solidarité, c'est dans les moments où vraiment on a besoin de... Je le déplore autant que vous. Alors aujourd'hui, régler le problème en solidarité. La solidarité n'existe pas en Afrique. C'est d'ailleurs un de nos problèmes. Je le déplore autant que vous, mais on ne cesse sur notre continent de parler de panafricanisme, de solidarité africaine. C'est une illusion, c'est une chimère. Ce n'est pas une chimère. Pour l'instant, c'est une idée qui n'a pas trouvé à se concrétiser et qui n'a pas trouvé la conscience nécessaire pour se concrétiser. Et je terminerai juste sur un point en disant que il ne faut pas je ne ferai pas de procès en irresponsabilité aux citoyens burkinabés et au peuple burkinabé. S'il y a bien des citoyens et un peuple qui a été conscientisé, qui est conscient des enjeux nationaux et des enjeux continentaux, c'est bien le peuple burkinabé. Ce qui lui vaut d'ailleurs le surnom de pays des hommes. S'il y a un peuple à qui on peut confier la défense des intérêts du pays, c'est bien le peuple burkinabé. Non, mais comme vous le savez, je vais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Quel type de guerre est en train de m'aider dans le Sahel? Il ne s'agit pas d'une guerre conventionnelle. Ça, nous sommes déjà clairs sur ça. Et quand je dis qu'il ne s'agit pas d'une guerre conventionnelle, aucune armée africaine n'a la capacité aujourd'hui de faire face à ce genre de menaces. Même les armées occidentales présentes au Sahel, sur le sol sahélien, n'ont pas été capables de bouter dans le terrorisme hors des frontières. Donc il faut réfléchir à d'autres solutions importantes qui vont permettre aux États africains de régler eux-mêmes, si je peux me permettre, le problème. Puisque au-delà de ce qu'est l'enjeu, les États africains qui sont jugés incapables de lutter contre ce genre de fléau sont obligés de sacrifier leur souveraineté. Donc comment est-ce que l'État africain serait capable de régler lui-même les Français, les Français ont réussi à sécuriser tous les centres d'intérêt qui se situent dans cette région. Tous les centres d'intérêt les concernant. Il y a eu les intérêts concernant les intérêts stratégiques de la France. Bien sûr. Voilà. Donc à un moment, quand vous dites qu'on ne peut pas lutter contre cette gangrène, cette vermine, ce fléau, 13 militaires français sont morts. Donc c'est une question de volonté et d'intérêt. Ce sont des dégâts collatéraux et vous le savez très bien. Non, cette question de volonté, la guerre, c'est la guerre. C'est vrai que la question des volontés, nous l'avons mentionné auparavant. Que les Français
Les Français défendent leurs intérêts. Et moi, je rajouterais à nous défendre les nôtres, mais pas en mettant en danger la population. Merci, messieurs. Et ce que je fustige, mais comment ce n'est pas le citoyen burkinabé, c'est ceux qui ont pris cette décision et qui ont mis en place cette directive. Je vous en prie, on a parlé de 4000 morts tout à l'heure. Vous pensez que la population... En 2019, la population n'est pas en danger. N'est pas en danger. Alors, merci messieurs, merci pour toutes ces précisions. Je vous propose à présent d'ouvrir ensemble le grand angle économique de cette émission. Regardez moins vers l'Europe et plus vers l'Afrique. Telle semble être la ligne de conduite du Royaume-Uni qui a organisé ce 20 janvier un premier sommet anglo-africain. Une vingtaine de pays étaient représentés, une quinzaine de chefs d'État présents. On fait le point tout de suite dans ce sujet de Philomène Tine et on en parle juste après. Alors que le Brexit prévu le 31 janvier 2020 mettra fin à 40 ans d'échanges privilégiés avec l'Union européenne, le Royaume-Uni est à la recherche de relations commerciales nouvelles avec l'Afrique. Lors de cette première rencontre du sommet Afrique-Royaume-Uni à Londres, axé sur les investissements, plus de 27 contrats entre les entreprises britanniques et les pays africains d'un montant de plus de 8,4 milliards de dollars ont été conclus. Si la Grande-Bretagne, avec ses entreprises, essaie d'investir dans les pays africains, ça ne peut être que bénéfique pour l'Afrique pour deux raisons. La première raison, c'est que certes, on a besoin d'investissement. Et la deuxième raison, c'est qu'on va avoir un deuxième partenariat avec un grand pays européen. Si la France n'a pas joué le jeu jusqu'à maintenant, si la Grande-Bretagne arrive avec des prêts, le nouveau partenariat, c'est une excellente chose, mais il faudrait qu'on prenne les devants et qu'on soit très très vif sur le plan de la négociation. Un sommet qui semble repenser la stratégie africaine à l'approche du Brexit. Une occasion pour les entreprises britanniques de soutenir le développement en Afrique dans des secteurs clés comme les infrastructures, l'énergie, la vente au détail et la technologie. L'Europe a des problèmes économiques. Et donc, on en arrive à un point où en Europe, les taux sont négatifs et la croissance n'existe plus. Donc, ils auront besoin d'avoir des partenaires. Le monde entier est conscient aujourd'hui que sur les 15, 20, 30 années plus tard, si vous n'êtes pas en Afrique, vous n'existez pas. Les seules matières premières disponibles dans ce monde-là se trouvent en Afrique. Le Royaume-Uni vise à réaliser des investissements, créer des emplois et stimuler la croissance en Afrique. À noter que des contrats ont été déjà conclus en faveur de la Côte d'Ivoire, du Kenya et du Ghana pour des investissements respectifs de 104 millions de dollars, 218 millions de dollars et 209,5 millions de dollars, notamment dans les domaines des infrastructures. Alors, Monsieur Bongoulou, c'est le premier sommet du genre entre l'Afrique et le Royaume-Uni. Il intervient, on l'a dit dans le reportage, à quelques jours du Brexit. Le Royaume-Uni veut visiblement s'appuyer sur le continent pour rebondir. Mais quel est l'intérêt de l'Afrique ? Non, mais effectivement, d'abord, je vais parler de la situation du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni n'est pas membre fondateur de l'Union européenne. Et bon, je viens aussi au sujet. Il a intégré l'Union européenne à partir de 1973 jusqu'à ce qu'il sorte maintenant du Brexit. Et aujourd'hui, le Royaume-Uni a commencé à prévoir les dangers qui arriveront une fois qu'il sera sorti du Brexit. Raison pour laquelle le pays est aujourd'hui à la quête de nouveaux marchés extérieurs. Et comme d'habitude, depuis 2010, c'est l'Afrique aujourd'hui, réservoir de matières premières, qui est le terrain privilégié de la Grande-Bretagne. Mais toujours on se pose la question, que gagne l'Afrique de tous ces sommets qui sont organisés avec les grandes puissances? Il y a eu le sommet Chine-Afrique, le sommet Russie-Afrique, aujourd'hui le sommet Grande-Bretagne-Afrique. Moi je pense qu'aujourd'hui, pour répondre à votre question, l'Afrique en réalité ne peut pas s'en sortir à travers ces partenariats qui sont signés avec ces grandes puissances. Pourquoi? Parce que la logique des accords de partenariat veut que seul celui qui est le plus fort économiquement, comme seul celui qui détient la technologie, reste toujours le véritable gagnant des accords de partenariat économique. L'Afrique, réservoir de main-d'œuvre, qui est aujourd'hui une proie de concurrence des grandes puissances, ne peut pas tirer le réel profit qui peut amorcer dans son développement, puisque ces États-là ne luttent que pour leurs intérêts,
Ils sont là souvent dans le but d'exploiter les matières premières du continent africain. Mais justement, et M. Bangoulou, l'Afrique aujourd'hui a l'avantage d'avoir justement ce réservoir de matières premières. Est-ce que justement ce n'est pas l'occasion de tourner finalement ce rapport de force à son avantage? On voit que tout le monde se rue vers l'Afrique, justement. Pourquoi ne pas en profiter pour changer la donne? Longtemps, ce rapport, pardonnez-moi, on aurait dû le tourner depuis longtemps, ce rapport. Moi, j'ai envie de vous dire... Non, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard, mais Boris Johnson, aujourd'hui, ce qu'il tente de faire, j'ai envie de l'inviter à... qu'il aille au diable, Boris Johnson, avec cette envie, d'un coup, de vouloir investir en Afrique. Je rappelle que ces dernières années, Boris Johnson, et pas Boris Johnson, mais les Anglais, ont favorisé le co-développement. C'est-à-dire d'investir de l'argent un petit peu dans le vent, parce qu'on connaît les logiques de co-développement, et de ne pas investir massivement en Afrique. Parce qu'on était à l'époque en Europe. Maintenant que les Britanniques sortent de l'Europe, ils viennent avec la même logique qui a été la leur. On connaît les Anglais depuis toujours. Ils vont venir pour exploiter les Africains, pour défendre leurs propres intérêts. Et les Africains vont se retrouver une fois de plus. Alors c'est bien beau de dire 27 contrats, 8 milliards de dollars. Oui. Mais ça va où, ça? Les Africains, aujourd'hui, ils doivent faire du business entre eux. Oui, bien sûr. Et que les autres qui viennent faire du business chez nous, ils le font avec nos conditions. Et ce n'est pas les leurs. Parce que faire un sommet Grande-Bretagne-Afrique, alors, qui est le plus fort dans l'histoire? Oui, c'est la Grande-Bretagne. C'est la Grande-Bretagne. Et surtout, j'aimerais juste ajouter une chose, s'il vous plaît. Oui, okay. Boris Johnson qui dit que la Grande-Bretagne est prête à accueillir davantage de migrants venus d'Afrique. Mais c'est quoi ce genre de discours? C'est nous cracher à la figure. On a besoin, nous, que nos jeunes, que nos diplômés, que des médecins, des infirmières, des ingénieurs viennent en Europe pour servir les intérêts des Européens? Non. Alors j'aimerais prendre l'avis de Jean-François. Et le mettre dans la balance, c'est honteux. Et je considère que c'est une insulte. Jean-François. Alors, je partage les analyses qui viennent d'être faites complètement. Bon, je dirais simplement qu'il faut arrêter de nous considérer en Afrique comme servant de béquille à n'importe qui. Nous ne sommes la béquille de personne. Nous devons être la béquille de personne. Et quand on prend, vous avez très bien fait de renvoyer un peu à de la profondeur historique. Et quand on va encore plus loin, le système, aujourd'hui, qui prime les échanges entre les États africains et les États européens, dont la Grande-Bretagne, c'est un système qui a été inventé par les Anglais, les Français, les Néerlandais, à la grande époque où c'était eux les puissances navales, les puissances commerciales, les puissances, etc. Et il repose sur deux piliers. Une division internationale du travail. Vous avez des richesses brutes, nous les prenons, nous les transformons, nous les renvoyons chez vous et nous allons venir vous prêter de l'argent pour acheter la valeur ajoutée que nous avons mis, c'est-à-dire qu'on nous exploite doublement. Sans parler des déchets qu'on laisse sur nos territoires. Deuxième pilier, ils nous ont imposé, aujourd'hui, on trouve que le libre-échange, c'est quelque chose de normal et qui devrait servir. Mais en réalité, ces deux éléments-là ont été fabriqués pour assurer quoi? La richesse des États dont nous parlons. Oui. Et aujourd'hui, on a à peine, je dis cela pour dire que ces deux piliers sont encore là aujourd'hui. Et nous, en Afrique, nous passons notre temps à partir de slogans qui n'ont pas de contenu. Gagnons, 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 gagnons de quoi? Il n'y a pas de gagnons, gagnons. Alors, sur ce, Jean-François, on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite.